ce soir, je vais essayer de vous faire un retour d'expérience DevOps et raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé chez Criteo depuis 2013 à peu près sur cette partie-là et comment on en est arrivé à avoir un pôle qui s'appelle SRE. Qui dans la salle connaît Criteo de nom? Qui sait ce qu'on fait? Ouais, pas si mal. Bon, alors je vais reprendre rapidement et vous expliquer pourquoi on en arrive à faire ça. Alors, un forward, une précaution oratoire avant de commencer. Je décris l'histoire de ce qui se passe chez nous sur ces sujets-là. Je décris les challenges qu'on a eus, comment on les a résolus. Le jeu de contraintes dans lequel on est quand même pas hyper fréquent en termes d'échelle, d'industrialisation, de métier. Donc on arrive à des conclusions qui sont bonnes pour nous. Aucune prétention de dire c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie générale. C'est plus une histoire et comment on réagit et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou pas à prendre dedans. Donc vraiment pas la prétention de dire que c'est comme ça qu'il faut gérer sa prod, son entreprise ou sa façon de développer. Euh, 30 secondes sur moi. Comment j'en suis arrivé là? J'ai fait 7 ans chez Mapi, une boîte globalement autour des technos Microsoft, C++, Windows, SQL Server, pas mal. Pas que, mais une grande composante là-dedans. Donc dans tout ce qui est base de données géographique, j'ai fait deux trois trucs rigolos. Après, j'ai eu une période consulting. On avait fait une boîte avec un pote qui est un ancien de Mapi aussi sur aider les startups à démarrer leurs projets, surtout dans le web et dans l'infrastructure. Donc là, on a un peu changé de bord, entre guillemets. On était plus autour de Java, Postgre, Groovy, Debian. Donc vraiment l'autre côté, l'autre stack. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Criteo. Et c'est marrant parce que la boîte est une bonne synthèse entre les deux stacks. Et je vais expliquer un peu pourquoi. Donc rapidement, Criteo, ça a été fondé en 2005. Et c'est rigolo, c'est très français. Ça a été fondé par trois ingénieurs. Et comme tous bons ingénieurs, ils avaient un algorithme. Et ils se sont dit, l'algorithme est trop fort et trop bien, ça fait des trucs incroyables, on va faire une boîte dessus. Donc ils avaient un algorithme mais pas de produit, et donc ils ont cherché longtemps ce qu'ils allaient faire avec leur algorithme. En deux mots, l'algorithme fondateur de la boîte, c'est de faire de la prise de décision sur de l'analyse comportementale. Donc qu'est-ce que les gens font et avec une attitude big data, même si on n'est pas très friand du terme chez nous. Donc beaucoup de données en input, des algorithmes qui décident de créer des clusters de comportements un peu automatiquement et de ces comportements essayer de prédire l'avenir. Si on devait résumer le métier de Criteo, même aujourd'hui, on prédit l'avenir. Alors on prédit l'avenir dans une toute petite niche, on ne prédit pas qui va gagner la présidentielle par exemple. Mais on va essayer d'avoir du comportement, déduire des groupes, et quand vous appartenez à un groupe et on ne sait pas comment vous allez vous comporter, la probabilité de vous comporter comme les autres gens du groupe est assez importante. En particulier aujourd'hui, si vous avez un comportement qui ressemble à un groupe qui clique sur une pub en particulier, bah, la probabilité que vous-même vous cliquez sur cette pub est importante, donc on va plutôt favoriser ça. Alors c'est très très grosse maille. On va essayer d'éclaircir un peu ce qui est derrière. Donc 2005-2008, un algo, pas de produit, donc on essaye de faire un produit, enfin ils essayent, je n'étais pas dans la boîte, et le premier produit qui marche, c'est la recommandation de films. La recommandation de films, vous avez vu des films, vous ressemblez à une population qui a vu les mêmes films que vous, cette population a aimé des films que vous n'avez pas vus, on vous les conseille, et incroyable, il y a de bonnes chances que vous aimiez les films qu'on vous propose. Vendu à Allociné, sans trahir de secret, ça marche. C'est-à-dire que les retours sont plutôt bons, c'est cohérent. Par contre, une fois que vous avez vendu le produit à Allociné, en Europe, vous avez fait un peu le tour des clients. Donc le produit marche, l'algo est bon, mais par contre, en niveau thune, ça ne le fait pas. La même chose, ils ont fait de la recommandation produit pour les Trois Suisses et la Redoute en front page, un peu à la Amazon. Vous avez vu ces objets qu'on vend dans le catalogue.
Donc on va vous afficher sur la page de garde et après des objets qui vous intéressent. Ça marche, l'algo marche, ouais. Le produit est bon, ouais. Vous avez vendu à la Redoute 3 Suisse, un peu fait le tour du marché, donc en termes de pognon, ça va, ça passe pas toujours. Ça passe toujours pas plutôt. Et troisième exemple, recommandation de blog. Vous regardez des blogs, c'était l'époque des blogs. Vous avez aimé ces blogs-là et tout ça. Vous devriez aimer ces blogs-là parce que les autres gens qui ont vu ces blogs-là ont aimé ces blogs-là. Le produit marche, c'est pertinent, mais alors par contre, pareil, en termes d'argent, c'est pas terrible. Donc phase de start-up vraiment qui se cherche en termes de produits et business model. Et ouais, pas forcément passer loin de pas y arriver. Et un jour, il y a mi-2008, il y a un gars au board, un ancien de Yahoo qui avait traîné dans ce truc-là, qui fait mais votre truc là, ça s'applique pas à la pub en ligne par hasard? Et la réponse c'est ouais, ça s'applique vachement bien à la pub en ligne. La preuve, toute la boîte aujourd'hui fait que ça. C'est-à-dire c'est cet algo-là et ses dérivés qui servent à dire ben, comment on fait pour arrêter d'afficher des millions de pubs pas pertinentes à des gens et pour essayer d'optimiser un peu, c'est pas parfait, mais de présenter des pubs qui sont un petit peu meilleures. Donc non seulement on adresse le marché avec une attitude, une analyse qui n'est pas celle de d'habitude, c'est-à-dire que l'ancien modèle de vente de pub, c'est on classe les gens par des segments fixes, CSP+, ménagères de moins de 50 ans, et on les cible aux endroits où on pense qu'ils sont. Et là, on arrête d'essayer de comprendre qu'est-ce que les gens sont, et on regarde qu'est-ce que les gens font, et de ce qu'ils font, on déduit quelles sont les bonnes opportunités, avec une attitude beaucoup plus statistique programmatique. Ça marche pas mal, donc c'était un changement d'attitude sur la façon de regarder le marché, et c'était aussi un changement sur comment on vend la chose. C'est-à-dire que encore beaucoup de pubs aujourd'hui sont vendues au volume, c'est-à-dire que l'agence publicitaire qui va afficher la pub va facturer le client sur j'ai affiché une pub, j'ai fait mon taf. Et en fait, le client, ce qui m'intéresse, c'est pas d'afficher des pubs parce que ça lui rapporte pas d'argent. Ce qui m'intéresse, c'est que la pub transforme. Et donc le premier modèle sur lequel Criteo est parti, c'est de dire on arrête de vous facturer les affichages de pubs, on vous facture uniquement quand ça clique. Alors c'est relativement courageux, puisque l'affichage c'est un coût et le clic c'est le revenu. Donc on dissocie les deux. Et si on n'est pas bon à prédire quand est-ce que ça va cliquer, ben on va afficher beaucoup, on va dépenser beaucoup d'argent et puis on ne va pas en gagner beaucoup. Il se trouve que Criteo était plutôt bon à faire que l'équilibre entre ce qu'on gagne au clic et ce qu'on paye à l'affichage était dans le bon sens et a permis de faire croître la boîte. Donc ça, c'est la deuxième phase. C'est on a un truc qui marche et puis on commence à construire. Donc on construit sur les technos qui sont les nôtres. Je reviendrai dans la slide après sur qu'est-ce que c'était. Et ben, on monte vite et fort parce que tout d'un coup, il y a une attractivité du marché sur le modèle, sur la performance, comment ça marche. Donc construit une sorte de cathédrale. Et puis pendant 4 ans, les technos qu'on utilise scale, le modèle marche, et puis arrive Q1 2013, où pendant un quarter, on n'arrive plus à mettre en production. Mais plus rien. Pas une release qui marche, que du rollback et tout ça. Donc là, on arrive à un point de blocage sur le chemin. Et à ce moment-là, il y a 2 événements qui vont se passer. Le premier, qui est assez important, mais sur lequel on s'étendra pas forcément dans cette présentation, on pourra en discuter après si vous voulez, c'est on arrête le modèle de développement où chacun fait des libs et des versions de ces libs de machine learning, de stats, et pour agglomérer, pour faire des applications qui arrivent en frontal sur Internet, parce que ça marche plus. Et on met à plat tous les repos Git, il y en avait déjà une bonne centaine à l'époque, et on build tout ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre le head de chacun des repos, on rapatrie tout et on build ensemble pour vérifier que c'est cohérent globalement. C'est-à-dire pas que ça ne marche pas en bout de chaîne au niveau de l'assemblage des composants à la fin, mais dès l'origine. C'est fait difficilement parce que c'est un changement culturel pour les devs, c'est fait difficilement parce que ça implique une très forte mise en place de tests unitaires, end-to-end, intégration, validation, pré-production. Mais aujourd'hui, c'est la stratégie qui a marché et qui a permis de passer de 0 à, dans le dernier trimestre en 2016, on a mis 1800 fois en production. Donc de 0 à 1800, on a donc gagné un facteur infini de mise en production. C'est pas mal. Et l'autre révolution, c'est l'architecture infra. Les opérations étaient, je vais dire, dans un modèle traditionnel. Donc on avait des admin systems
et on avait des développeurs. Sauf qu'à l'échelle à laquelle on était arrivé début 2013, les infrastructures intéressantes pour faire le métier de crypto, ça devenait de plus en plus des systèmes distribués. Donc une base de données unique centrale, ça avait ses limites, et vu la volumétrie, on était obligé de se tourner vers des choses du monde NoSQL, du monde Hadoop. Et tout d'un coup, ben, les métiers dev qui savent comment piloter ces choses-là et infra ben, se rapprochaient en termes de besoins. Par contre, en termes d'équipe, n'étaient pas du tout rapprochés. Et on va voir un peu comment on est sorti d'une situation où il y avait l'infra et les devs et une tranchée au milieu profonde de 12 mètres et des cailloux qui volent, à on a une certaine fluidité. Ça va, le nombre de mises en prod et la fluidité d'exécution, les deux projets sont main dans la main. Alors, je vais revenir sur la définition de ce qu'est Site Reliability Engineering. Alors tout d'abord, merci à Google qui a défini le terme, pour avoir choisi un nom bien compliqué, comme ça je peux faire des confs pour expliquer ce que ça veut dire. Donc ça c'est pratique. Le gars qui a façonné le terme et la dynamique, c'est Ben Trainor, chez Google. Aujourd'hui, son poste, il a eu des titres magnifiques chez Google. À un moment, il était SRE Tsar, le roi du SRE chez Google. Et aujourd'hui, son titre, ça doit être, si je me souviens bien, 24/7 VP, donc le vice-président du 24/7. Je fais tourner la boutique Google. Et lui, la façon dont il décrit ce qui se passe là, c'est SRE, c'est ce qui se passe quand les développeurs s'occupent de ce qui s'appelait avant les opérations. Alors, c'est un peu costaud, surtout que, ben voilà, côté opération, il n'y a pas que des branquignoles, hein, il y a de l'expertise aussi. Mais quelque part, il a raison dans la dynamique. C'est-à-dire que SRE, c'est les outils modernes, agiles et très industriels du dev, que le dev a créé pour ses besoins, qu'on est venu apporter à la partie admin système infrastructure, parce qu'à l'échelle à laquelle des gens comme Google, ou même nous, alors à une échelle moindre, mais on franchit un cap d'échelle où on ne peut plus utiliser des recettes d'IT traditionnelles. Alors ils sont tellement gentils qu'ils en ont fait un bouquin. Alors c'est pas une bible, c'est pas une religion, c'est plutôt un bon recueil de recettes. Donc c'est sympa, on peut lire les chapitres qui s'intéressent avant de dormir le soir. Ça fait pas dormir, mais ça fait réfléchir. Alors aujourd'hui, on trouve des équipes qui s'appellent de cette manière-là dans un certain nombre de sociétés. Et elles ont toutes des caractéristiques similaires, à savoir, elles sont toutes avec une exposition de services sur le web, donc avec un côté 24/7 grand public et visibilité assez importante, et une échelle aussi, un scaling horizontal qui est aussi important. Donc là, en prenant quelques exemples, Netflix sur les films, ça s'explique tout seul. Spotify, vous pouvez penser à l'application, mais en fait, toutes les interactions avec la plateforme sont en ligne et il y a de la recommandation de musique en particulier dedans. Donc c'est beaucoup ça. Twitter, je passe, c'est évident. Facebook, ça va. Atlassian, on connaît l'éditeur de logiciels qui donne des licences, mais comme ils ont une plateforme de hosting cloud, ben, ils ont des problématiques à peu près du même genre. Quand vous avez des projets open source comme, je vais prendre ceux que je connais, Hibernate, qui ont des Jira dans le cloud et plein de commentaires, bah, c'est aussi des problèmes de scaling. Azure sur la partie cloud et LinkedIn sur la partie interopérabilité avec beaucoup de gens. Ils ont fait beaucoup d'outillage sur les flux et en particulier Kafka vient de chez eux, donc c'est pertinent dans ce milieu-là. Il manque des gens sur le slide, vous savez dire lesquels ou pas? J'en vois deux gros en particulier. Non, des vraiment gros quoi. Quoi? Non, mais Google ils ont créé, donc eux ils sont hors course. Hein? Il manque Amazon, effectivement, parce que Amazon, l'équipe qui fait ce métier-là s'appelle Plateforme en fait. Mais ils ont quelque chose de similaire et il manque un autre. Il manque Apple, auquel personne ne pense, parce que quand on dit Apple, on pense ça. Alors qu'en fait, ils ont une expertise Cassandra, Couchbase, système distribué pour tout ce qui est iTunes, iCloud et services en ligne de ce type-là. Ils ont une vraie exposition de services à l'échelle et avec des interactions sur le web très visibles. Quand iTunes marche pas, vous n'avez pas votre musique, l'App Store marche pas, vous n'avez pas accès à vos mises à jour. Donc c'est assez similaire.
Euh, Qu'est-ce qui change par rapport à une DSI ou une division IT? Euh, Moi, la plus grosse différence que je vois au quotidien chez nous, c'est que on a une division IT qui s'occupe de fournir tout ce qui est matériel bureautique, mail, imprimante, SAP, système de gestion, et qui ils sont dans une division à part, ils sont rattachés à la finance. C'est un centre de coût pour faire le business. SRE, donc la production et le DevOps front-end du produit Criteo est rattaché à la R&D, et donc on est un centre de profit. On investit dedans. Donc quand vous avez des discussions budgétaires, ben, on n'est pas dans la même colonne du bilan, et donc forcément la dynamique est vraiment pas la même. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça fait aussi qu'on a une proximité avec les développeurs, le D de R&D, et même les chercheurs, le R de R&D, qui fait qu'on a des cycles d'édition beaucoup plus courts, on est sur les mêmes open space, les mêmes plateaux, les mêmes réunions, les mêmes standards d'objectifs trimestriels, de rythme de production, où l'alignement de ces choses-là permet d'être beaucoup plus agile sur comment on sort des produits. Et effectivement, c'est une implémentation de la stratégie qui consiste à arrêter de mettre les devs et les ops dans un côté, et donc de faire du vrai DevOps. Alors pour faire du DevOps, il y a dans la littérature tout un tas de stratégies pour essayer de combler ce fossé, ces difficultés que ces deux mondes ont à se parler. Une première, et c'est très similaire ou dans la lignée de Google, c'est de dire les devs ont des outils aujourd'hui qui sont en avance de phase sur la gestion de configuration, Git, sur l'industrialisation. Jenkins a été fait par des devs et pas par des gens de l'infra. Et on va prendre cette expertise et on va l'envoyer prêcher la bonne parole chez les opérations, les admins de système. Ça, c'est globalement plutôt la stratégie Google. Il y a d'autres façons de faire, et étrangement, on peut avoir des choses très intéressantes qui viennent du monde de l'infrastructure. Alors, ça dépend ce que vous rangez dans l'infrastructure, mais par exemple, moi, je pense que des DBA qui savent se rapprocher des équipes de dev pour expliquer que leur ORM fait des queries absolument abracadabrantes sur la plateforme, et que ce n'est pas la plateforme qui va résoudre ces problèmes. Non, c'est une meilleure compréhension des problématiques de l'infra dans le développement et relativement tôt dans les cycles qui va changer quelque chose. On ne peut pas lutter contre un ORM qui fait des jointures qu'on ne maîtrise pas, où les devs n'ont pas compris qu'en fait c'était eux qui avaient le contrôle dessus et pas l'inverse. Donc c'est une autre stratégie. Il y a des stratégies où on met tout le monde dans un même sac et puis on attend de voir ce qui se passe. Généralement, il y a du sang et des larmes qui en sortent. Alors, un petit retour pour dire de nous d'où on est parti. On est parti, l'infra, elle a commencé très tôt chez Criteo parce que le métier était vraiment en ligne et en mode software as a service. Donc on a commencé 2005, le cloud c'était soit ça n'existait pas, soit c'était une vaste blague, soit c'était une utopie. Donc on a commencé sur des hébergements très traditionnels. On achète de l'espace, on pose des serveurs et on prie pour que ça marche. La stack était très Microsoft parce que sur les trois fondateurs dont je parlais tout à l'heure, il y en a deux qui sortaient de Microsoft Research. Donc ils ont construit de l'algorithmique avec les outils qu'ils avaient. Windows Server, C Sharp, SQL Server, ça a emmené la boîte hyper loin, mais vraiment très loin. C'est des technos qui marchent à l'échelle, jusqu'à un certain point où il y a certaines échelles où la base de données relationnelle traditionnelle, ça marche plus. Le point de rupture en particulier, c'est quand tout d'un coup la facturation de 24 heures de business prend plus de 24 heures à calculer. Et là, tout d'un coup, la stratégie rachète une machine plus grosse pour ta base de données, ça passe plus, donc il faut changer de braquet. Et on avait une administration système très classique, des systèmes montés à cause d'images, des outils éditeurs Microsoft qui géraient le patching et tout ça. Jusqu'à une certaine échelle, ça marche bien, faut pas croire, quoi. Et l'échelle, elle est plusieurs centaines de serveurs, il y a moyen de faire très propre là-dessus. Alors, on n'est pas parti sur du cloud, on n'y est toujours pas, mais il y a une bonne raison pour ça. Ça, c'est une étude par un organisme indépendant sur les temps de réponse et la disponibilité de différents providers de cloud. Donc la première colonne, c'est le nom. La deuxième colonne, c'est le temps de réponse moyen sur une requête simple. Donc vraiment le temps de réponse de la plateforme toute seule, pas l'application. Le taux de dispo et on parlera du petit encarté à côté. Donc on voit que le meilleur dans le tableau, la première ligne de 42 millisecondes de juste le temps d'aller-retour pour discuter avec le cloud, 99,32 d'uptime, enfin de temps de
Reliability, je vais prendre CloudWatt, c'est français. Ils sont combien? Ils sont 6e, 44 millions et 82% de taux de disponibilité. Alors ça veut dire que vous jetez 18% de votre business, quel que soit le business que vous faites. Bon, c'est un choix. Criteo, le métier dans lequel on a une enveloppe temporelle de 100 millisecondes pour répondre. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on fait des enchères sur des places de marché. C'est-à-dire qu'il y a des emplacements publicitaires qui sont mis à la disposition d'une place de marché. On a 100 millisecondes pour répondre, pour dire ça m'intéresse et je suis prêt à payer tant. Et après, il y a un système d'enchères, on gagne, on gagne pas. Mais le métier, le gros volume de requêtes qu'on a, on doit répondre dans les 100 millisecondes, sinon juste on ne participe pas aux enchères, donc on ne fait pas de business. Le meilleur d'entre eux, enfin les meilleurs d'entre eux, c'est 42 millisecondes. Donc sur ces 100 millisecondes, la plateforme de cloud m'en prend 42. Aujourd'hui, une infrastructure chez Criteo, la moyenne elle est entre 25 et 30 millisecondes. Donc on gratte dessus un moyen hyper important. Pourquoi? Parce que nos data centers, là où on loue de l'espace pour poser nos serveurs, ils sont posés au bon endroit. Ils sont à côté des réseaux auxquels on fait. Il y a juste un truc que vous ne pouvez pas lutter contre. Enfin, si vous savez, vous m'appelez, on va faire une boîte. C'est la vitesse de la lumière. Parce que pour répondre à un call, on passe par des fibres, dans le meilleur des cas. Et bah, si votre data center il est loin, bah, vous mettrez longtemps à répondre. C'est pas magique. Plus, vous avez le surcoût de la virtualisation, parce que tous ces gens-là, ils ont un problème de multi-tenancy que quand vous faites vous-même, vous en foutez. Nous, on n'a aucune virtualisation. Sur la prod, on n'a rien en virtualisation parce que ça ne nous apporte rien, ça nous coûte des choses. Je vais prendre le petit tableau sur le côté. Donc, alors, j'ai pas mis le nom, mais je vais le dire quand même. C'est Amazon en Europe, en Irlande, la plateforme irlandaise. Et donc, on voit que le 95e pourcentile, c'est 209 millisecondes. Donc, moi, mon business à 100 millisecondes, poubelle. 75e pourcentile, 88 millisecondes. Il me reste 12 millisecondes pour faire mon business. La moyenne est à 93 millisecondes. J'ai 7 millisecondes pour faire mon job. Un peu court. Il n'y a personne qui a remarqué qu'il y a un problème dans ce slide ou pas? Ah, le numéro 1. Alors, je triche pas en fait. Le numéro 1, c'est pas qu'il est meilleur que nous, c'est que le numéro 1 dans cette étude-là, et je pourrais donner l'URL de la boîte qui fait ça, c'est l'offre multi-cloud. Donc si vous êtes chez, au hasard, Google, Cloud Platform et Azure et Amazon, et que vous gérez leurs 3 API de provisioning, vous arrivez à faire un truc qui arrive à avoir un taux de disponibilité meilleur. Je n'ai pas parlé de la latence, c'est toujours celle des différents providers. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue à être dessus. Alors, l'histoire se passe bien jusqu'au moment où, effectivement, on n'arrive plus à calculer en 24 heures les chiffres qu'il nous faut pour facturer nos clients. C'est un peu gênant, c'est sur le chemin du pognon. Et également, on prend cher parce que sur l'année 2012, la croissance a été sauvage. Je crois que le terme dit bien ce qu'il veut dire. On mettait en prod tous les semestres plus de serveurs qu'on en avait en prod. Donc à un moment, c'est un train de métal. Il faut les setuper, il faut les mettre en place. Puis après, il faut les mettre à jour. Ouais. Chez nous, il y a un gars, il a passé 1 mois et demi à mettre à jour .NET à la main sur 650 serveurs. Et là, on se dit, ouais, on est peut-être allé un peu trop loin. Et alors, par contre, pour gérer l'urgence, c'est pareil. Des centaines de serveurs, méthode traditionnelle, ça passe plus. Et alors, le fin du fin, c'est la mise en prod. La méthode de mise en prod ultime chez Criteo à l'époque, c'était de lâcher des DLL par remote desktop. L'image est assez parlante sur l'effet que ça fait au mec qui lâche la DLL. Et les gens, ils étaient genre, une start-up, YOLO quoi, allons-y. Bon, c'est rigolo un moment, pour un moment, il y a quand même 2-3 personnes que ça gratouille et on se dit, on peut pas continuer comme ça. Les gars en question qui ont dit stop, c'est ces 3-là. Ils ont l'air méchants comme ça, mais ils sont adorables en fait. Et le challenge, c'était de se dire, est-ce qu'à 3 personnes, on peut changer la culture d'une boîte ou d'une R&D qui faisait déjà 120 personnes à l'époque. Donc il y a un développeur d'applications C#, un ingé réseau et un admin système qui ont dit, ok, ça suffit, on arrête, on change, on va faire du DevOps et on va changer la façon d'approcher les choses. Le centre de ce qu'ils ont attaqué en premier, c'est de se dire on ne peut plus installer et mettre à jour des machines avec des méthodes qui sont faites pour la bureautique. C'est pas possible, c'est pas fait pour. Ils ont construit toute une offre de service autour de Chef. Alors, ils auraient pu faire ça. Ansible n'était pas mature à l'époque, ils auraient pu faire ça avec du Puppet, sauf qu'on avait et du Windows et du Linux à faire, et Puppet c'est pas le top.
Et donc l'outil s'est un peu imposé lui-même. Et on ne parlera pas de CF Engine qui est un petit peu vétuste, même à l'époque. Ils ont commencé là-dessus, ils se sont pris des pierres, mais vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que les devs leur disaient, mais pourquoi vous allez aider les mecs de l'infra, c'est pas votre job. Les mecs de l'infra leur ont dit, mais attendez, nous on a des outils éprouvés, images, tout ça, donc qu'est-ce que vous nous emmerdez. Et ils n'ont pas lâché l'affaire. Et les plus grosses difficultés, elles ne sont pas techniques en fait. En fait, c'est le changement de culture qui est difficile. Et alors, dans le changement de culture, le top du top, c'est la remise en cause de l'expertise. Je vais prendre un cas emblématique. Quand vous avez un ingé réseau, parce qu'on construit des data centers, donc on a beaucoup de réseaux, et c'est important l'interconnexion. Un ingé réseau, il a 15 ans d'expérience, c'est un dieu vivant, et je pèse mes mots, de la command line Cisco. Le mec, il maîtrise la norme. Il change son infrastructure avec le bout des doigts, ça déploie et tout ça. Super professionnel. Et là, vous avez des jeunes, là, qui sont un peu moins jeunes aujourd'hui, qui viennent lui dire non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va faire du Git, on va faire, tu vas mettre ta conf de switch dedans, on va déployer de façon automatique et on va faire du SDN. Ah ouais, non, le choc des cultures, il est monstrueux, quoi. Et n'empêche qu'ils ont quand même raison. Ils ont quand même raison parce que faire de la CLI avec 5000 routeurs, ben, ça marche pas, quoi. Faire du layer 3 avec du routage par rack, un numéro d'AS pour faire du BGP dans chaque rack, ouais, non, à la main, enfin, au bout d'un moment, ça va plus. Et même sur des sujets qui sont, de façon surprenante, pas si évidents que ça, faire une infrastructure du hosting, on prend une salle blanche, on monte des serveurs, et puis il faut mettre des câbles, quoi. Bah, quand il y a 500 machines, faire un diagramme avec des câbles pour un prestataire, faire tirer les fibres et tout ça, c'est sympa. Notre cluster Hadoop dernier qui a été installé il y a 2 ans, il y avait 45 000 fibres à tirer. Ouais, mettre dans Excel, même c'est pas drôle en fait, quoi. Et donc c'est un logiciel, c'est un algorithme qui va faire ça à la place de l'être humain parce que juste c'est pas possible. C'est même pas que c'est embêtant, c'est juste pas possible. Et donc ça peut se faire que s'il y a une proximité d'une capacité de développement et des outils de développement dans les équipes hosting, infra, admin 6. Alors, on reparle sur la méthodologie, comment nous, on a abordé la chose. Donc on avait effectivement Dev, Ops, système distribué, infrastructure, et un fossé plus profond que la mer Rouge entre les deux. Et à un moment, mi-2013, ça a commencé à germer. Et en 2014, on a dit, on a sifflé à la fin de la récré, on a fait OK. Donc on a pris la partie la plus proche du dev, qui est l'administration système. On a pris la partie côté dev, qui est le plus proche de l'infra, donc les systèmes distribués, Hadoop, NoSQL. Et on a réuni ça et on a dit, il y a un seul gars qui donne la direction pour tout le monde et vous allez bosser ensemble. Donc en gros, on a pris des gens qui se jetaient des pierres et on les a mis dans un même open space. Donc ça s'est super bien passé, c'est génial, merci. Non, ça a pris 1 an et demi avant qu'il y ait un sentiment de on a la même mission, on est là pour apprendre les uns des autres, on respecte l'expertise de l'autre et on travaille ensemble pour se faire sauter. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, on a eu des effets intéressants, c'est qu'on a des gens qui ont fait partie de cette dynamique-là, qui sont retournés ou qui ont repris des sujets infra. Donc ça a amené le software des Defined Network, le Git pour les configurations réseau. Ça a aidé à effectivement franchir le cap d'industrialiser la partie câblage de l'infrastructure, mais également dans l'autre sens. Moi, j'ai des chefs, des ingénieurs, alors admin système dans l'écosystème Hadoop, mais c'est un peu réducteur parce que c'est des gens qui savent faire et de l'infra, et du Java, et du debugging, et du Linux, et du profiling, qui ont été dans des équipes de dev au sens dur chez Criteo, donc machine learning, algorithmique, pour dire non, mais vos algos de machine learning théorique c'est sympa, mais il y a un MapReduce en dessous, regardez, je vais vous apporter de l'expertise sur plus de l'infra et on va essayer d'optimiser. Donc les valeurs sur lesquelles on a travaillé, c'est comprendre. Et comprendre, c'est admettre que l'expertise qui est en face, même si elle ne s'exprime plus de la même manière qu'il y a 10 ans, elle a de la valeur. C'est là où je ne suis pas d'accord avec la phrase de Traynor chez Google, qui a l'air de dire ouais, on dégage les gens de l'infra, puis on va mettre des devs, ça se passera mieux. Non, il y a beaucoup à apprendre des gens qui ont passé du temps dans l'infra. Sur la capacité d'un réseau et comment ça se fait, les nouvelles technologies dans ces sujets-là. Il y a vraiment de l'expertise qui est intéressante. Sur les DBA, j'en parle même pas.
La deuxième valeur, c'était ensemble, c'est de dire, voilà, c'est pas moi je fais mon taf et puis toi tu fais ton taf, c'est non, on a une mission globale qui est de faire une infrastructure qui sert à déployer du code dessus, et on le fait ensemble, on partage les réunions, on partage les stand-up, on partage les meetings et les objectifs. Partager l'expertise, les outils, et surtout, bah, quand quelqu'un a un problème, c'est pas ah non, mais moi j'ai respecté mon interface, je t'ai livré du code et je me barre. Donc, en gros, SRE, c'est un peu la mission, avoir des systèmes en ligne à grande échelle, et DevOps, c'est plus une question de méthodologie. Alors, la mission, c'est quoi? Concevoir, installer, opérer, maintenir et faire croître des très grands systèmes distribués. Donc aujourd'hui, c'est 20 000 serveurs dans le monde, 8 data centers, des clusters Hadoop parmi les plus gros de l'Europe. Alors je n'ai pas de référence pour savoir s'il y a des gens qui ont plus de nœuds que nous, mais on a un cluster à Amsterdam qui fait 1000 nœuds et le nouveau à Pantin fait 1300 nœuds. Donc voilà, c'est des problématiques d'échelle que pas beaucoup de gens ont et qu'on ne résout pas en étant centré que sur son expertise métier. Il faut forcément des équipes composites pour gérer ces problèmes. Alors, dans le détail, et je vais prendre chaque pôle, vous expliquer ce qu'on fait et comment l'attitude DevOps est utile dans ces pôles-là. L'équipe opération, elle a la charge d'une plateforme qui prend 180 milliards de hits par jour. Donc la mission opérationnelle, c'est alors là c'est un stand, mais en fait c'est plus rigolo que ça. Nous on change pas les pneus au stand, on change les pneus quand la voiture elle tourne, ça continue de rouler. Donc c'est gérer le premier niveau d'expertise, c'est-à-dire que j'ai un système qui a un problème, je sais intervenir et je sais appeler les développeurs qui sont responsables de ce bout de code, même quand il y a un problème. On a une aide qui dépasse notre département sur vraiment faire en sorte que ça fonctionne. On a une équipe qui est intéressante, qui est là, il y a deux rôles, qui est l'escalade et le déploiement, et en fait c'est la même équipe qui fait. Pourquoi? Alors l'escalade c'est quoi? C'est pas faire, c'est coordonner les actions. Quand on a une R&D qui aujourd'hui fait 500 personnes, où une fonction business peut impliquer un nombre de métiers très divers, il faut des gens qui ne sont pas dans le faire, mais qui sont dans le coordonner les actions de tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes gens qui déploient et qui sont responsables de faire que ça marche. Alors quand je dis ils déploient, ils ont un outil qui leur permet de déployer et de rollbacker de façon complètement automatique, avec des systèmes de SLA, pour leur dire, je batch mes déploiements, on a 2 sessions, lundi, mardi, mercredi, jeudi, parce que le vendredi, on déploie pas, pour batcher les choses et éviter d'avoir des choses qui... on ne fait pas de déploiement continu, parce que à 1800 déploiements par quarter, ça on fait plusieurs dizaines par jour, et avoir une maîtrise de qu'est-ce qui se passe pour éviter d'avoir tout qui se déploie en même temps, l'isolation est quand même assez intéressante. Donc ils déploient, ils ont une connaissance des systèmes qui déploient, de l'architecture, et donc de cette connaissance du déploiement et de comment c'est rollouté, ils gagnent de l'efficacité quand il y a des problèmes pour appeler les bonnes personnes. La dualité du rôle est intéressante. Il y a un rôle long terme, lent, sur lequel qui est très prévisible, et il y a un rôle opérationnel dur et rapide sur lequel ils sont impliqués. On a une équipe de gestion des identités parce que la sécurité dans des plateformes comme ça sur l'échange de données, c'est assez important. On est sur des dualités, encore une fois, Kerberos et Active Directory de chez Microsoft. Donc c'est des équipes composites en termes de compétences. Et l'astreinte de premier niveau, on a la chance depuis 6 mois d'avoir des équipes en Europe, en Californie et à Hong Kong. Donc on a toujours au moins 2 paires d'yeux qui sont réveillés pour regarder notre plateforme. On s'est libéré du premier niveau d'astreinte. Alors en quoi c'est intéressant d'avoir des capacités de dev même dans ces équipes-là? Ça permet justement de faire des outils de déploiement où quand on a 20 000 serveurs et 150 composants à déployer, il n'y a pas de solution sur le marché qui nous permettent de déployer aussi gros, aussi large, avec autant de validation sur des dashboards SLA qui sont les nôtres. Et donc si vous avez une équipe qui est complètement opération, ils sont pieds et poings liés avec les outils qui existent et à un moment ils disent je ne sais pas faire. Alors que d'avoir une certaine compétence dev à cet endroit-là, qui peut s'appuyer sur des compétences dev ailleurs dans la R&D, mais au moins d'avoir un premier niveau d'inférence à cet endroit-là, ça permet de sortir ses propres outils et d'être beaucoup plus agile et d'être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, c'est vraiment un système industriel parce qu'on a eu la capacité à adapter et créer nos propres outils.
L'équipe core, c'est enfin le pôle core, puisqu'il y a 22 personnes dedans, c'est la ligne héritière de l'équipe d'origine, des 3 gars qui faisaient l'industrialisation. Donc ils ont commencé par industrialiser le cluster Hadoop, l'install du cluster Hadoop, puis les Windows. Aujourd'hui, ils ont 20 000 serveurs sous responsabilité Linux et Windows. Ils sont responsables du déploiement. En gros, la mission d'SRE chez Criteo commence quand on a des serveurs. Donc les serveurs, c'est facile, c'est des boîtes en métal avec des CPU Intel dedans, quelle que soit la marque. Et on commence quand ils sont dans un data center avec du courant et du réseau. Avant, on ne sait pas prendre la main dessus, donc c'est partie infrastructure. Ça. Une fois que ça c'est setupé, on s'occupe de tout le reste. Donc on installe les drivers, les firmware, on patch les firmware des disques, par exemple. Parce que quand vous avez un cluster Hadoop à 1300 nœuds, 16 disques par nœud, ça fait 18 000 disques en gros. Et 18 000 disques, si vous avez un firmware sur les disques qui n'est pas bon, bah vous avez plusieurs dizaines de disques qui dégagent par jour. Donc avoir une capacité opérationnelle sur ces niveaux-là, c'est indispensable. On ne peut pas s'en passer. Et pour avoir cette capacité opérationnelle, bah vous ne pouvez pas être en mode uniquement opération où j'envoie quelqu'un sur site, il prend la console locale, il patch le truc. Non, il faut que ce soit industrialisé de façon très importante. C'est donc la rencontre de ce métier très infrastructure, admin système et des outils de dev qui va vous donner la capacité à opérer à cette échelle. Ils ont en charge l'écosystème chef qui est utilisé par eux et par les autres équipes de SRE. Et dernièrement, ça fait 1 an et demi qu'on a une offre interne de plateforme as a service sur Mesos. Donc ça permet de libérer les équipes de développement d'applications du côté à chaque fois que je fais une application, mais comment je vais faire ma résilience, comment je fais le load balancing et puis la reprise sur erreur. Non, la plateforme Mesos va permettre de déployer alors pas encore des conteneurs, mais au moins des images ou des périmètres de façon beaucoup plus fluide. Alors pour reprendre le pendant du schéma d'à côté, là c'est un dashboard graphite réel. La preuve que c'est réel, c'est qu'il y a du rouge, c'est pas du chiquet. Et ça, c'est ce qu'on arrive à obtenir, nous, sur l'infrastructure qu'on fait. Donc là, le pourcentage de requêtes qui sont au-dessus de 20 millisecondes, sur le temps de réponse de latence de base, c'est 1,11%. Donc je vous rappelle la disponibilité de tout à l'heure versus les 40 millisecondes. Voilà pourquoi on fait nous-mêmes. Avec un taux de disponibilité de 99-91, une latence au déploiement de 3 millisecondes et 100% de availability pour les développeurs pour déployer leurs applications. Donc ça, c'est le dashboard worldwide sur les 8 data centers. Encore une fois, avoir la capacité de développement à cette échelle-là, ça permet de construire des usines comme ça. C'est difficile sans. Troisième pôle, pôle big data, on va dire, même s'il n'y a pas que du big data dedans. Hadoop, donc je disais, des gros clusters Hadoop pour faire beaucoup de machine learning sur beaucoup de données. Une équipe dédiée au Kafka et aux instances de streaming. Du NoSQL, Couchbase et Cassandra sont les 2 principaux pieds du NoSQL chez nous aujourd'hui. Et des fonctionnalités Elasticsearch et Graphite. Donc Graphite, c'est pour faire les dashboards tels qu'on voit. On a eu un truc rigolo avec Graphite, c'est que c'est un outil assez fréquent dans l'infrastructure, donc il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Puis à un moment, nous, on est tombé sur des problèmes d'échelle, de scaling de Graphite. Graphite, la time series database derrière commence à mouliner, mais sauf que Graphite est très monolithique et n'est pas du tout prévu pour être distribué. Donc on est allé sur les forums du projet open source, on a dit, on est embêté parce que on n'arrive pas à faire. Ils nous ont dit, c'est quoi votre matériel? Mettez une plus grosse machine. On a monté la machine, on fait, ah ouais, non, c'est déjà une grosse machine, mais vous mettez quoi dedans pour avoir ces problèmes-là? On met 1 milliard de métriques par seconde dedans. Et ils nous ont dit, non, mais personne n'a ce genre de problème. Moi, je fais quoi? Et la réponse, c'est démerdez-vous. Et démerdez-vous quand vous avez une équipe qui est que Ops, ça marche pas. Et là, d'avoir une équipe DevOps, on a pu faire, et on a open sourcé un composant qui s'appelle Big Graphite, qui fait scaler le stockage de la time series database de Graphite dans Cassandra derrière, et on a pu franchir des étapes de complexité qu'on n'aurait jamais pu si les équipes avaient été séparées en termes de dynamique, ou de façon beaucoup plus compliquée. Elasticsearch, on s'en sert pour donner accès aux développeurs aux logs applicatifs. Vous avez 20 000 serveurs, vous avez une application qui a des problèmes, le développeur il ne va pas aller se loguer sur 500 serveurs et faire un grep dessus pour comprendre ce qui se passe, quoi. Pareil, là c'est sympa Elasticsearch, mais quand on commence à mettre 4 Tera de données par jour, ouais, ça marche, mais il faut bien de l'huile de coude, mais ça marche.
Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on fait de la data. Alors ça c'est le tableau de bord de l'équipe qui s'occupe de Kafka. Donc vous avez les volumes par data center, Tokyo, Sunnyvale et tout ça. Ça c'est le volume global de messages qu'on prend par seconde, 2 405 000. C'est un petit jour, on est monté à 8 millions de messages par seconde. Donc voilà la taille des infrastructures qu'il faut pour arriver à faire du big data et du machine learning à l'échelle sur 1,3 milliard d'utilisateurs sur Internet. Alors pareil, Kafka, c'est sympa, ça permet de faire ça, ouais. Ça se fait pas tout seul, hein, parce que le projet, il est en 0.8, 1, 2 maintenant. Et c'est bêta, ça coupe les doigts, quoi. Donc pareil, il faut avoir des gens qui sont capables d'aller comprendre ce qui se passe dans les JVM, d'aller faire des patchs et de proposer à la communauté. Et si vous avez que des devs, ben, et le côté infrastructure leur échappe. Si vous avez que des ops, le côté dev et action à ces niveaux-là, ça leur échappe aussi. Avoir les deux ensemble, ça permet de faire des choses qui sont sur le papier pas possibles. Dernière section, le métier de SRE chez Criteo va jusqu'à la chaîne d'intégration continue, son monitoring et certains outils. Donc, l'intégration continue, chez nous, ça peut ressembler à ça. Donc ça, c'est l'une des 4 usines logicielles qu'on a. Donc on a une usine logicielle C#, une usine logicielle JVM, d'une manière générale, qui est capable de builder du Java, du Groovy, du Scala. Notre langage principal sur la JVM, ça reste quand même le Scala. Une usine logicielle pour Python et une usine logicielle pour tout ce qui est validation de JavaScript. Donc là, c'est celle de C#. Alors vous voyez un peu tous les types de modules qu'on peut avoir. Donc on a les phases traditionnelles de build, de test Linux en mono, de build.NET Core, alors croyez-moi sur parole. Et donc on est en proche partenariat avec Microsoft pour essayer de basculer les premiers modules en prod sur du .NET Core dès que possible. Notre pipeline, c'est donc build test unitaire, test end-to-end, on fait des tests sur des volumes réduits, on passe en prod, tout ça c'est automatique. Donc quelqu'un fait un commit en C#, ça lance un build à chaque fois de 24 millions de lignes de code, et le build, s'il est successful, finit en pré-prod de façon automatique s'il passe toute la chaîne, à chaque fois. Ensuite, on fait un test deploy. Donc, je vais prendre un pool, par exemple, une application qui s'appelle RTV qui prend les calls des enchères en temps réel. On a 500 serveurs dans ce pool à New York. Sur ces 500 serveurs, il y a 50 serveurs qui sont dits Canary, qui prennent la version en premier. Et s'ils meurent, on s'arrête. C'est comme les canaris dans les mines. Si ils meurent, le coup de grisot est pas loin, donc on s'enfuit. Et après, une fois que les canaris sont stables pendant, je sais plus, ça doit être 1 ou 2 heures, on fait 5%, 10%, 25%, 50%, 100% de la production. Et à chaque étape, on a de la validation de métriques par SLA. Et à chaque étape, on a une capacité à rollback si jamais on a un problème. Avoir des développeurs dans ces métiers-là, ça permet de sortir des outils avec la vision métier chez nous. Ça, c'est un dashboard qui regarde. Alors, chaque ligne verticale et une mise en prod réussie ou avortée. Donc en vert, celle qui marche, en rouge quand il y a eu un rollback, et la hauteur, vous avez l'échelle sur le côté là, c'est le nombre de commits du projet. Donc notre objectif, c'est de dire on ne veut pas qu'il y ait plus d'un certain nombre de commits. Alors selon les projets, il y a plus ou moins de développeurs dessus, donc ça peut aller très très vite. Et là, en l'occurrence, quand un projet approche de 500 commits, on est inquiet parce qu'on se dit, ok, ça a buildé, ça arrive en pré-prod, mais ça n'a pas pris le feu. On n'a pas été vérifié que ce qu'on avait marché à l'échelle. Donc c'est l'équipe de déploiement qui prend ce dashboard-là, et elle a pour objectif de minimiser le nombre de commits qui sont en attente pour être sûr qu'on ne diverge pas sur la qualité de ce qu'on a en production. Encore une fois, sur une équipe qui pourrait être gérée, on installe un Jenkins, c'est facile, on le met à l'échelle, c'est plus compliqué, ça nécessite du développement, c'est un truc qui n'est pas fait pour être à cette échelle-là. Et en plus, on a une capacité de dev pour sortir des outils. Là, c'est l'ancienne version de l'outil. La nouvelle, il y a un champ de recherche. Non, il y a un champ de recherche ici, là, qui est juste en haut. Vous tapez un texte et ça cherche dans tous les commits qui sont présents sur ce dashboard-là, et ça vient vous allumer des points où sont les commits correspondants. Donc vous savez dans quelle release est passé. Vous pouvez chercher un SHA-1, un auteur de commit. Vous pouvez chercher fix, bug, n'importe quoi en full text pour essayer de retrouver où est-ce que sont vos commits problématiques.
voilà un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on a réussi à faire. L'élément essentiel, il n'est pas technique. L'élément essentiel, il est faire bosser les gens ensemble. Et c'est pas facile, mais on y arrive. On n'est pas en dépression après. C'est l'équipe en haut, c'était le team building qu'on a fait en mai 2015. Et en bas, c'est la même équipe, mais plus de gens en septembre 2016. Voilà. On n'a pas une grosse diversité de genres, comme beaucoup des métiers proches de l'infrastructure, mais c'est avec une certaine fierté qu'on a une équipe à Doupe où on a 2 femmes. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui font du big data avec des bons professionnels femmes. Voilà. C'était un peu l'histoire que j'avais à vous raconter. J'espère qu'elle vous parle. Est-ce que vous avez des questions?